Rebonjour, chers étudiants. Heureuse de vous retrouver une nouvelle fois pour cette séance consacrée au module droit des obligations, semestre 2, à travers laquelle on va aborder une seconde ou une deuxième source d'obligations découlant de l'autonomie de la volonté, à savoir l'acte unilatéral de volonté. À ce niveau, il convient de signaler que l'acte juridique en général ou la déclaration de volonté constitue l'une des sources d'obligation déterminées par l'article 1er du Dahir des obligations et contrats. Donc, l'acte juridique ou la déclaration de volonté constitue un acte volontaire spécialement accompli en vue de produire des effets juridiques. Ainsi, l'acte juridique peut s'envisager, comme on l'a déjà traité, soit dans le contrat, soit dans une déclaration unilatérale de volonté. Donc, l'acte juridique peut être soit conventionnel, comme c'est le cas du contrat, soit unilatéral, comme c'est le cas de l'acte unilatéral de volonté, l'objet du présent cours. Par ailleurs, ce qu'il faut remarquer, c'est que l'acte unilatéral de volonté est considéré comme une source exceptionnelle et secondaire de l'obligation volontaire, c'est-à-dire l'obligation découlant de la volonté. Ceci peut être constaté au niveau de l'intitulé du chapitre 1er, du titre 1er du Dahir des obligations et contrats, qui se présente comme suit: des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté. De même qu'au niveau de l'intitulé de la loi, le législateur a placé les obligations qui dérivent des conventions, c'est-à-dire des contrats, au premier plan. Et ce placement n'est pas anodin, bien sûr. Ce n'est pas du hasard, mais il s'inspire de l'importance que représente le contrat en tant que source d'obligation sur le plan pratique. Certes, il constitue un procédé technique qui assure les échanges économiques. Donc, commençons par la définition de l'acte unilatéral de volonté. Si le contrat constitue un accord de volonté qui donne lieu à des effets juridiques, bien sûr, à des obligations, bien sûr, ces obligations s'imposent aux contractants. L'acte unilatéral de volonté peut être défini comme une manifestation de volonté par laquelle une personne agissant seule détermine des effets de droit qui vont se développer à sa charge, tels que l'offre de contracter, par exemple. Autrement dit, l'acte juridique unilatéral est l'œuvre d'une seule volonté. Ainsi, une personne est obligée du seul fait qu'elle veut l'être, avant même tout consentement du futur créancier. Donnons un exemple à ce niveau-là. Par exemple, l'engagement qu'un employeur prend à l'égard de ses travailleurs d'octroyer des rémunérations complémentaires ou certains avantages sociaux. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'engagement ne doit pas l'avoir accepté. Ou encore, le bénéficiaire d'une stipulation pour autrui, qui devient créancier du promettant dès le jour de la promesse et avant toute acceptation. Et je souligne avant toute acceptation, tel est le cas de l'assurance décès. Donc, pour mieux comprendre
l'acte unilatéral de volonté comme source d'obligation, on va traiter les composantes de cet acte juridique. Donc l'acte unilatéral de volonté se constitue de deux composantes. Tout d'abord, l'engagement du débiteur envers le créancier nécessite une extériorisation de la volonté par une expression formelle. Donc la volonté du débiteur doit s'extérioriser. Et ensuite, le débiteur s'engage envers le créancier avant toute acceptation. Ceci contrairement au contrat qui ne peut exister que lorsque la volonté du créancier est unie à celle du débiteur. Dans ce cadre, il convient de distinguer l'acte unilatéral de volonté et le contrat unilatéral, à ne pas confondre. Lorsqu'on dit contrat, c'est la rencontre de deux volontés. Ça nécessite le consentement des parties contractantes. Donc, et la conséquence ou l'effet de ce contrat unilatéral, dont la source se constitue des deux volontés des parties contractantes, donne lieu à des effets juridiques, à savoir des obligations qui vont être supportées par l'une des parties. Donc, le contrat unilatéral ne génère d'obligations qu'à la charge de l'une des parties, mais il est nécessairement conclu par le concours de deux volontés. Par exemple, la donation constitue un contrat, car le donataire doit l'accepter. Donc, il n'y a pas une donation si le donataire n'accepte pas cette donation. Dans ce cadre, l'article 274 du Dahir dispose que l'acte de donation se forme par l'offre et l'acceptation. Donc, le deuxième point, sur lequel on va insister, ce sont les conditions de validité de l'acte unilatéral de volonté. En général, les actes juridiques constituent des manifestations de volonté destinées à produire des effets juridiques. Ainsi, les actes juridiques, comme on l'a déjà précisé, sont soit conventionnels, soit unilatéraux. Donc, les actes unilatéraux s'inspirent aussi de l'autonomie de la volonté et obéissent pour leur validité et leurs effets aux mêmes règles qui gouvernent le contrat. Ceci dit, qu'en tant que manifestation de volonté, l'acte unilatéral de volonté suppose aussi des conditions de fond, le cas échéant des conditions de forme imposées pour la validité des obligations qui dérivent des déclarations de volonté. Donc, à l'instar du contrat, la validité de l'acte unilatéral de volonté nécessite en principe une exigence minimale de discernement et de constance chez l'auteur de l'acte. Ainsi, l'auteur de l'acte doit jouir d'un droit pour pouvoir l'exercer. De même que la capacité d'exercice est liée au degré de conscience et de discernement de la personne. Donc, lorsqu'on parle de capacité, et on a déjà traité ce point au niveau du contrat, de l'étude du contrat, on parle aussi de l'âge, l'âge de majorité, qui se détermine dans l'âge de 18 ans, et aussi que la personne jouisse de toutes ses capacités mentales. En effet, la validité de l'acte unilatéral de volonté suppose aussi
une déclaration claire et saine sur tous les éléments essentiels de l'obligation et qu'elle ne soit pas entachée, bien sûr, d'un vice du consentement. En plus, la déclaration unilatérale de volonté doit porter sur un objet certain, pouvant former objet d'obligation, en plus d'une cause licite de s'obliger. Par ailleurs, il convient de noter que l'acte unilatéral de volonté se forme par le seul engagement unilatéral de la volonté sans l'existence d'aucune forme particulière. Donc en général, le législateur n'impose pas une forme particulière pour l'acte unilatéral de volonté, sauf quelques cas particuliers où on trouve cette source d'obligation soumise à une forme particulière. Donnons l'exemple, par exemple, de l'article 4. On va l'article 4 de la loi 3908 forme un code des droits réels qui dispose que tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à la création des autres droits réels ou leur cession, modification ou suppression doivent, sous peine de nullité, être établis par acte officiel ou par acte à date certaine établi par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf disposition légale contraire. Par exemple, au niveau de l'article 4 de la loi 3908, le législateur parle de tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à la création des autres droits réels. Donc tous les actes, que ce soit un contrat ou encore un acte unilatéral de volonté, donc il doit respecter la forme exigée et imposée par le législateur sous peine de nullité. Donc dans ce cadre, on parle de la forme en tant que condition de validité de l'acte. Traitons maintenant la naissance de l'engagement unilatéral de volonté. Comment naît l'engagement unilatéral de volonté? À ce niveau, il convient de signaler que l'acte unilatéral de volonté donne lieu à l'engagement au moment de l'expression de la volonté du débiteur. L'expression de la volonté du débiteur est avant toute acceptation, c'est-à-dire au moment où il y a extériorisation de la volonté du débiteur, mais avant l'acceptation. À condition, donc la condition, donc on a l'extériorisation de la volonté du débiteur, plus une autre condition, c'est la prise de connaissance du bénéficiaire. Sous cet angle, on va signaler les dispositions de l'article 18 du Dahir des obligations et contrats qui précise dans ce cadre que dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Donc, on a deux éléments. Extériorisation de la volonté, bien sûr, une volonté qui est claire et saine, qui n'est pas entachée de vice de consentement, en plus de la prise de connaissance du destinataire. Donc, dans ce cadre, on va signaler plusieurs hypothèses. En premier lieu, on doit faire une distinction entre une simple déclaration de volonté, donc manifestation de volonté, donc un simple acte unilatéral qui n'est pas générateur d'obligation. Ici, on va faire la distinction entre acte unilatéral de volonté, simple, c'est-à-dire simple déclaration de volonté qui ne génère aucune obligation, et l'engagement unilatéral de volonté, c'est-à-dire là où l'acte s'impose et a une force obligatoire
par rapport à son débiteur. Pour éclaircir l'idée, on va donner un exemple. Par exemple, si on parle d'une simple offre, donc l'offre, c'est une déclaration de volonté, c'est une manifestation de volonté qui n'est pas génératrice d'obligation, la simple offre. Ainsi, selon l'article 23 du Dahir des obligations et contrats, l'offre faite à une personne présente sans fixation de délai est non avenue si elle n'est pas acceptée sur le champ par l'autre partie. Dans ce cadre, l'offre faite par exemple au public, elle n'est point génératrice d'obligation. Or, si on parle de l'offre accompagnée d'un délai, dans ce cas, on va parler d'une déclaration de volonté qui s'impose à son auteur. Donc, inversement, au cas de l'offre non accompagnée d'un délai. Un autre exemple de la simple déclaration de volonté, on a la simple promesse. Aussi, elle n'est pas génératrice d'obligation. D'ailleurs, c'est ce qui est précisé par l'article 14 du Dahir des obligations et contrats. La simple promesse ne crée point d'obligation. En revanche, une déclaration de volonté peut être génératrice d'obligation dans la mesure où elle est extériorisée. Ça, c'est le premier élément, c'est la première condition qu'on a vue et doit être notifiée à la partie envers laquelle elle est prise. Dans cette hypothèse, l'acte unilatéral de volonté, donc la déclaration unilatérale de volonté, engagera son auteur et se transformera en un engagement unilatéral sans dépendre de l'acceptation de son destinataire. Dans ce cadre, l'article 19 du Dahir des obligations et contrats a précisé que dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires dès qu'ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Tel est le cas, par exemple, d'une résiliation unilatérale qui constitue une exception à l'article 230 du Dahir des obligations et contrats où la partie qui est l'origine doit par conséquent notifier sa déclaration, sa manifestation de volonté donc pour résilier le contrat à l'autre partie. Donc la résiliation unilatérale du contrat, c'est un engagement unilatéral de volonté. Donc c'est un acte unilatéral de volonté. En outre, l'acte unilatéral de volonté donne lieu à un engagement. Et lorsqu'on dit un engagement, donc un acte qui a une force obligatoire. Lorsqu'il engendre un droit au profit du créancier. Ça, c'est un cas parmi d'autres. Donc, cet acte unilatéral ou cet engagement unilatéral de volonté, on a dit, engendre un droit au profit du créancier avant toute acceptation de sa part. Un autre exemple dans ce cadre, on a déjà parlé de l'offre accompagnée d'un délai. Donc, dans ce cadre, l'article 29 du Dahir des obligations et contrats dispose que celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à expiration du délai. Il est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé. Donc, l'offrant demeure engagé envers le destinataire de l'offre et doit retenir son offre jusqu'à expiration du délai. De même, à cet exemple, s'ajoute aussi le cas de la promesse de récompense accompagnée d'un délai ou encore lorsqu'elle ne prévoit pas le délai et qu'il y ait un commencement d'exécution tel que prévu par l'article 29 du Dahir des obligations et contrats. À ces cas, on peut parler aussi d'un autre cas
où l'acte unilatéral de volonté peut se transformer en un engagement unilatéral de volonté. C'est aussi lorsque la personne manifeste sa volonté en vertu d'un acte authentique qui le prouve. Par exemple, une pension alimentaire dévolue à une personne âgée peut devenir un engagement unilatéral de volonté lorsque la personne s'engage par un acte notarié qui constitue dans ce cas une preuve littérale de son engagement, tel que par exemple le cas de l'article 187 du Code de la famille qui dispose que l'obligation alimentaire résulte du mariage, de la parenté et de l'engagement. Maintenant, lorsque les conditions de l'engagement unilatéral de volonté sont réunies, quels sont ses effets? Donc, dans ce cadre, on peut signaler que l'acte unilatéral de volonté est un acte juridique comme le contrat qui peut donner lieu soit à la création d'un droit réel ou la création d'un droit personnel. Un droit réel, par exemple, un acte de testament, un acte de habous lié au habous, aussi lié au waqf, ou la création d'un droit personnel tel que la promesse de récompense ou l'offre accompagnée d'un délai aussi. Soit on a le désistement, donc soit la création d'un droit réel ou d'un droit personnel, il peut donner lieu aussi à un désistement, à un droit réel en faveur d'une autre personne. Tel est le cas de l'article 99 du Code des droits réels qui prévoit, le droit à la renonciation d'un usufruitier à son droit d'usufruit, d'un immeuble par exemple appartenant à une tierce personne. L'acte unilatéral aussi peut donner lieu au désistement à un droit personnel. Tel est le cas de la renonciation du mandataire à son mandat conformément aux dispositions de l'article 229 du Dahir des obligations du contrat, ou encore la possibilité de renoncer à tout moment à la poursuite d'une action en justice, telle que réglementée par le législateur au niveau des articles 119 à 123 du Code de la procédure civile. En plus, l'acte unilatéral de volonté peut donner lieu à la reconnaissance d'un acte accompli par une autre personne qui peut être le contractant ou un tiers. Par conséquent, la reconnaissance constitue un acte juridique qui engage son auteur. Ainsi, il y a engagement unilatéral de volonté, par exemple, lorsque le mandant a ratifié même tacitement un acte accompli par le mandataire en dehors ou au-delà de ses pouvoirs, tel que le cas de l'article 927 du Dahir des obligations et contrats. Donc, l'acte unilatéral, il peut s'envisager dans un acte déclaratif, tel que la reconnaissance, l'acte de reconnaissance, un père par exemple, qui avoue l'établissement d'une filiation paternelle, l'article 160 du Code de la famille, un acte translatif, un acte abdicatif, un acte extinctif. Donc, en tant qu'acte juridique, l'acte unilatéral de volonté donne lieu aux mêmes effets que le contrat, à savoir la force obligatoire et l'effet relatif. Donc, grosso modo, on peut dire qu'un simple acte unilatéral de volonté n'est pas générateur d'obligation et par conséquent, il peut être révocable à tout moment. Par conséquent, le seul engagement unilatéral de volonté produit des effets d'actes juridiques et dans ce cadre, il est générateur d'obligations et ne peut être révocable par son auteur. Par conséquent, le débiteur est tenu dès son engagement
tant qu'il est parvenu à la connaissance de l'autre partie. Bien sûr, les cas d'application de l'engagement unilatéral de volonté se manifestent au niveau de notre dahir des obligations et contrats, notamment au niveau de l'offre accompagnée d'un délai et aussi la promesse de récompense. Donc, je vous souhaite bon courage et pour une autre séance, Inch'Allah.